Eh bien, bon là, il faut que je parle pas trop fort. Bon, bonjour à tous. Donc je suis la première personne qui fait, après ce keynote, la première conférence dans cette salle. Merci de votre présence. Alors moi, je suis une personne un peu étonnante par rapport à la journée parce que je suis un académique et donc je pense que je suis le seul académique de Cantech. Je vais vous parler de dynamique de frappe au clavier. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce sujet, mais j'espère que vous aurez plein d'informations à l'issue de ma présentation. Je vois qu'il y a soit des étudiants ou des apprentis l'ENSICAN ou des anciens, donc je vois qu'il y a des masos qui reviennent assister à des nombreuses présentations que j'ai faites durant leur formation. Donc, en fait, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je viens avec ma casquette, cette fois, non pas d'enseignant, mais de chercheur. Et je vais vous parler d'activités que je mène depuis 2007 sur un sujet très particulier qui est la ligne de frappe au clavier. Et de vous montrer aussi toute la transition du laboratoire académique vers des applications industrielles. Et c'est aussi une façon de vous montrer que c'est possible de travailler avec des académiques. C'est assez simple. Je vous engage à le faire. C'est aussi pour ça que j'ai soumis quelque chose à Cantech en disant ce serait bien qu'il y ait un académique qui vienne parler un petit peu du monde académique, qui n'est pas une tour d'ivoire au campus 2 ou au campus 1 de Caen, mais aussi des gens qu'on peut aller voir pour résoudre des problèmes réels. Avant de vraiment commencer, je vais juste mettre une citation de Sherry Turkle, qui est une prof du MIT, qui doit être en retraite, encore qu'aux États-Unis, même quand on a 80 ans, on est toujours actif dans les universités. C'est juste aussi une sorte de disclaimer sur ce que je vais dire, parce que je vais vous montrer des choses qui vont, certains, vous donner des idées potentiellement d'applications, de cas d'usage, etc. Et puis d'autres vont vous faire très peur. Et donc je fais un petit disclaimer. Et ce que dit Sherry Turkle est intéressant. C'est ce que nous craignons, c'est pas la technologie elle-même, c'est ce que nous en faisons. Et donc sur ce que nous révèle sur nous. Et en fait, la technologie, elle avance, elle propose des choses. Et un petit peu en miroir de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Et donc moi, en tant que chercheur dans le domaine de l'IA et de la cyber, j'essaie de proposer des solutions. Et à la société de dire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Et vous verrez, dans ce que je vais vous présenter, il y a des choses qui vont vous choquer. Mais des choses qui peuvent être très utiles dès lors qu'on va parler de sujets très sensibles. Et donc voilà, donc c'est une façon de me défausser en disant, moi j'essaie d'avancer sur ce qu'on est capable de faire en technologie, et puis il y a des gens qui doivent réfléchir sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans des cas d'usage pour la société. Voilà. Alors, qui suis moi, je suis un professeur d'université en informatique à l'ENSICAN, donc une école d'ingénieurs qui est au campus 2. Je suis chercheur au laboratoire grec. Donc depuis 2005, moi je travaille sur la biométrie. Donc mon taf, c'est d'essayer de proposer des algorithmes qui vont reconnaître les humains. C'est ça mon objectif. Évidemment, il y a plein d'applications où on est très content que les API vous reconnaissent, surtout quand quelqu'un fait un virement ou fait un paiement avec votre carte bancaire. Donc on est très content de savoir qu'il a bien vérifié que c'était bien vous. Et puis, dans d'autres cas, on peut l'être un peu moins. Et puis, depuis 2021, je travaille aussi sur l'investigation numérique, donc sur l'analyse de traces numériques, parfois en lien avec des gendarmes ou des policiers, parfois sur des affaires réelles. Donc, je suis aussi, pour l'instant, coprésident d'une Normandie numérique, qui est d'un partenaire de Cantech. Je crois qu'il y a un stand où vous pourrez avoir des infos, mais en gros, quand Normandie numérique, c'est la nouvelle filière numérique normande qui a pour objectif de permettre aux ESN, donc aux entreprises du numérique, aux donneurs d'ordre que sont les collectivités, que sont les entreprises qui ne travaillent pas dans le domaine du numérique, et les académiques, de travailler ensemble en Normandie. D'accord ? C'est ça l'objectif global. Donc n'hésitez pas à voir, plutôt que d'aller chercher, j'ai entendu parfois des entreprises dire j'ai été chercher une compétence à Annecy. Peut-être qu'il y a des compétences
en Normandie. Peut-être qu'il y a des startups qui aimeraient bien expérimenter leurs solutions dans des collectivités. Et donc, l'idée, c'est de faire le lien entre les Normands. Et donc, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur Normandie Mais, qui est une filière toute jeune. Hein. Elle a été créée officiellement le 24 novembre 2025. Et puis, juste pour vous dire, hein, c'est que les académiques, on fait plein de choses au niveau régional, national et international. Moi, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais l'Italie est venue me chercher en 2022 et suivre la stratégie italienne de l'État sur la cybersécurité en termes de formation et de recherche. Donc pendant 3 ans, j'ai interviewé les responsables de projets italiens sur la stratégie recherche de la cyber, ce qui ne fait pas de moi un expert sur tout. Je ne suis pas du tout un expert sur tout. Par contre, j'ai une bonne connaissance un petit peu de ce qui se fait en cyber de façon générale. Et donc, ça, c'est le type de choses que j'aurais jamais pensé faire. Et voilà, pour vous dire, hein, il y avait 2 chercheurs internationaux qui avaient ce rôle au niveau de l'Italie. Donc ça, c'est juste pour vous dire aussi, parfois, que les Normands ou les Canets manquent parfois d'ambition. Il ne faut pas hésiter parce que il y a évidemment plein de Normands qui font des choses intéressantes et il ne faut vraiment pas se limiter à ce qu'on sait faire. Voilà, ça c'est qui je suis. Je vous fais juste 2 slides sur mon laboratoire de recherche. C'est pas trop pour faire de la pub du laboratoire, c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire de recherche et comment on peut travailler avec ces laboratoires de recherche. Donc, en Normandie, il y en a plein de laboratoires de recherche. À Rouen, il y a le LITIS et à Caen, dans le domaine des sciences numériques, c'est le GREC. Ce laboratoire fait de la recherche en sciences du numérique avec différents mots-clés qui sont des mots-clés, on va dire, qui sont assez classiques. Le grec qui est, entre parenthèses, très sollicité par les startups qui rentrent à Normandie Incubation pour pouvoir les accompagner sur leur activité. Et avec grand plaisir, ça, on le fait évidemment. Et j'ai un slide sur le laboratoire. C'est juste pour vous dire que c'est un gros laboratoire. Il y a 220 membres. Et donc, ce sont des enseignants-chercheurs, soit de l'Université de Caen, soit de l'ENSI Caen. On a aussi des chercheurs du CNRS. Et vous voyez qu'on a beaucoup de doctorants. À l'heure actuelle, on a à peu près entre 70 et 80 thèses en cours, dont 20 sont réalisées avec des entreprises. Donc il y a un dispositif qui pourrait sans doute être plus connu par les entreprises. C'est ce qu'on appelle les thèses CIFRE. Donc c'est les thèses qui sont faites en commun, en partenariat entre une entreprise et un laboratoire. Ce qui est un petit peu, si vous voulez, une façon, je le dis un peu comme ça, mais une continuité de l'apprentissage au niveau Bac+8, parce que le diplôme de doctorat, c'est niveau Bac+8. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, et le budget annuel, hors salaire des permanents, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, ce sont des réponses à des appels, à projets, des collaborations avec des industriels, au niveau national ou international. Donc c'est quelque chose qui est, vous voyez, il y a une grosse activité. Et en gros, les 3 grands domaines d'activité, les algorithmes et l'intelligence artificielle, avec des aspects très fondamentaux, et puis des aspects très fondamentaux, pardon, et des aspects plus appliqués, qui vont travailler sur des innovations. Voilà. Et donc les 3 tutelles, c'est l'Université de Caen, l'ENSI Caen et le CNRS. Les tutelles, ça veut dire c'est des organismes publics qui vont mettre des moyens dans le laboratoire, que ce soit du moyen de fonctionnement ou que ce soit du personnel. Je finis ma parenthèse de présentation. Bon, je vais parler maintenant un petit peu de mon domaine de recherche. Donc moi, à titre perso, je vous l'ai dit, je travaille en biométrie. Donc en biométrie, l'idée, c'est d'identifier une personne ou de vérifier l'identité de cette personne. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une modalité biométrique. Une modalité biométrique, ça va être soit biologique, donc quand on pense biométrie et biologie, on pense tout de suite ADN. Donc effectivement, on peut utiliser l'ADN. Alors c'est pas très transactionnel comme méthode, mais c'est possible d'identifier quelqu'un à partir de son ADN. On va beaucoup utiliser dans le marché ce qu'on appelle l'analyse morphologique. Donc une partie de votre corps, le truc le plus classique que vous utilisez tous, c'est votre visage et votre empreinte digitale. Vous demandez à des gamins entre 10 et 15 ans, ils ont tous l'authentification biométrique activée sur leur smartphone, probablement pour éviter que leurs parents regardent leur smartphone, entre parenthèses, mais ils ont adopté la biométrie très facilement.
L'oreille, ça peut paraître complètement stupide de regarder l'oreille. Alors, en recherche, il n'y a pas de choses stupides parce que des fois, des choses stupides deviennent des choses très intéressantes. L'oreille, je vous rappelle que quand vous appelez au téléphone, vous faites quoi? Vous mettez votre oreille contre l'écran tactile de votre téléphone. Moi, je connais une start-up qui analyse la pression de l'oreille sur l'écran tactile pour savoir si vous êtes bien la bonne personne. D'accord? Donc, bon, voilà. Ça, c'est l'analyse morphologique. Ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous parler plutôt de comportement. Donc, on va analyser le comportement d'une personne. C'est des choses que vous faites dans la vie de tous les jours. Vous entendez, où il y a plein de monde, vous entendez quelqu'un parler, paf, la voix, vous dites un tel est là. Ou quelqu'un qui rit, un rire particulier, un tel est là. Bon, là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est très spécifique à Caen, sur lequel moi je travaille depuis presque 20 ans, qui est de reconnaître une personne par sa façon de taper au clavier. D'accord ? Donc je vais zoomer sur cette partie-là. Et donc, ce qu'on appelle la dynamique de frappe au clavier, c'est d'analyser le comportement d'une personne lorsqu'elle tape au clavier. D'accord ? Alors, tout ça, il y a une histoire. Alors, je vais pas refaire l'histoire de tout à l'heure, mais je vais encore plus loin. On avait un truc qui permettait de faire des communications à distance qui s'appelle télégraphe. Et les opérateurs qui faisaient du morse pour pouvoir envoyer des messages, parfois étaient capables de reconnaître qui avait fait ce message en reconnaissant la façon dont faisait la personne ce code morse. Donc ça, c'est vraiment les premiers travaux sur l'analyse comportementale, on va dire, je ne sais pas si j'ose dire numérique, mais en tout cas. Et puis en 80, il y a une société qui s'appelle Rand, qui travaillait pour l'armée américaine et qui a fait une petite étude un peu bizarre. Ils ont demandé à 6 secrétaires de taper au clavier et ils ont analysé la façon de taper au clavier. Je vais vous dire ce qu'ils ont utilisé comme information. Et en 1980, c'est le premier papier à ma connaissance sur le sujet, ils ont dit, voilà, on peut reconnaître une personne à sa façon de taper au clavier. D'accord ? Alors évidemment, 6 secrétaires, c'était un premier test, etc. Bon, depuis cette date, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet. Et donc, si je regarde les articles scientifiques, il y a plus de 1000 qui mentionnent ça, plusieurs brevets qui mentionnent la façon de taper au clavier. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et puis à quoi ça sert. Alors en fait, pour analyser la façon de taper au clavier, il y a essentiellement 3 informations qu'on peut collecter. La première, qui est la plus utilisée, et qui est utilisée à chaque fois que vous allez sur Internet, je vous dirai ça tout à l'heure, c'est les événements du système d'exploitation. Donc en gros, un ordinateur, il a besoin de savoir quand vous tapez sur la touche A, que vous avez tapé sur la touche A, parce que probablement, quand vous avez tapé sur la touche A, lui, il doit faire quelque chose, notamment afficher un A à l'écran. D'accord ? Donc ça, c'est une sorte de keylogger, on appelle ça, qui va capturer les événements du système d'exploitation. Au lieu de capturer uniquement ce que j'ai tapé, je vais regarder la notion temporelle. Combien de temps j'ai mis pour appuyer sur la touche A, combien de temps j'ai mis pour relâcher la touche A, et combien de temps je suis mis pour aller aux autres touches. Donc tout ça, ce sont des événements de temps que je peux mesurer sur n'importe quel PC, et je vous montrerai qu'on peut mesurer sur n'importe quel site Internet. D'accord ? Donc ça, c'est ce que les gens utilisent le plus. Vous avez également la vidéo. Donc on peut prendre une caméra, analyser comment vous tapez au clavier, et il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est moins répandu, pour essayer de reconnaître la personne. Quelque chose qui était un petit peu passé de mode, mais qui est revenu avec le Covid, bizarrement, c'est le son. Quand vous tapez au clavier, on peut reconnaître la personne à sa façon de taper au clavier. Vous avez tous fait des visios avec certains, on l'a dit tout à l'heure, de gens qui ne savent pas fermer leur micro pendant la visio, qui tapent comme des gros bourrins. Vous dites, tiens, Roger, il est encore là à la visio. Roger, ferme ton micro. Vous êtes capable de le reconnaître, certaines personnes. D'accord ? On peut analyser le son des touches. Et ça ne va pas vous étonner, mais il y a certaines personnes avec des képis qui sont très intéressées par ce type d'analyse. Mais ça a été beaucoup utilisé pendant le Covid parce qu'il y avait des visios, il y avait des gens qui tapaient au clavier, et il y a des gens qui se sont dit, mais est-ce qu'il est en train de taper des trucs en lien avec la réunion ou il est en train de faire autre chose ? Et donc il y a des chercheurs qui se sont mis à relancer un peu des travaux sur l'analyse du son pour savoir un petit peu si j'étais capable de reconnaître la personne. Bon là, ce n'était pas trop le sujet, mais surtout de reconnaître ce qu'elle tapait. Et donc ça, il y a aussi des résultats sur le sujet. Donc ça, c'est les 3 façons. Je vais vous montrer plutôt
la partie qui est la plus classique, hein, qui est la première, qui est basée sur la façon de taper au clavier par le système d'exploitation. Donc en fait, on a développé, je crois qu'en 2008, un premier logiciel. Alors je vais vous le montrer. Alors c'est une version un petit peu relookée récemment, mais bon, c'est le même principe. C'est un logiciel qui permet d'analyser votre façon de taper au clavier. Donc en fait, on peut faire plein de slides, mais on peut vous faire une démo en live, d'accord? Et donc, je me tais pour me concentrer, hein. Là, j'ai tapé laboratoire grec, d'accord? Quand j'ai tapé laboratoire grec, vous avez vu, hein, il y a 4 signaux qui ont été mesurés qui décrivent ma façon personnelle de taper laboratoire grec. Tout ça, ce sont des temps. Combien de temps je suis resté appuyé sur la touche L, combien de temps j'ai mis pour relâcher la touche L, etc. Et donc, si je tape 2 fois, c'est pas exactement la même chose, mais vous voyez que ça ressemble bigrement. Et donc, vous imaginez bien que si vous tapez votre mot de passe, en général, vous le tapez d'une certaine façon, vous pouvez même discuter avec votre voisin de bureau, hein, eh ben, vous allez taper d'une façon similaire et une machine n'aura vraiment pas de problème à décider si c'est bien vous qui avez tapé au clavier ou pas. Donc ça, c'est un logiciel, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il est téléchargeable sur ma page web, gratuitement, et donc ça montre qu'on est capable d'analyser la façon de taper au clavier. D'accord ? Donc ça permet de montrer, vous avez vu, bon, en 1 minute, vous avez compris que ça marchait. J'ai pas fait la démo parce que j'ai pas trop le temps, mais si quelqu'un avait tapé, vous auriez vu que c'était totalement différent. Et donc ça montre bien que cette mesure-là, elle est intéressante. Elle est intéressante et vous verrez un petit peu quelles applications. Alors juste pour vous faire un petit slide très rapide, c'est en gros qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc moi je vous ai dit, hein, je travaille depuis 2008 sur le sujet. Et donc, on sait faire pas mal de choses. Sur l'authentification, si je demande à quelqu'un de taper son mot de passe, avec les meilleurs algos qu'on a développés au cours du temps, on est à peu près à 1% d'erreur. C'est-à-dire parfois, on va se tromper si c'est un attaquant ou si c'est une personne légitime qu'on ne reconnaît pas. Mais vous voyez, 1% d'erreur, c'est quand même assez intéressant, surtout que je n'ai pas de capteur. Vous voyez, j'utilise un clavier. Si je lui demande à toutes les personnes de taper une phrase, je vais avoir 5% d'erreur, parce que là, la différence, elle ne se fera pas sur la connaissance du mot de passe, elle sera uniquement sur le comportement. Donc, on est un peu moins bon. Sur le côté continu, c'est-à-dire que, par exemple, je peux analyser en continu sur votre PC, est-ce que c'est bien vous qui tapez au clavier ? Ça, c'est pour identifier que, par exemple, quelqu'un, pendant que vous étiez aux toilettes, est en train d'utiliser votre PC. Ça, on peut le faire, on n'est pas parfait, mais vous voyez, on peut se tromper à peu près à 5%. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la performance. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler avec un étudiant sur un challenge où, en gros, le serveur va dire « tape tel truc », je le tape, et le serveur va décider si c'est bien moi qui a tapé ou pas cette phrase. Plus complexe à faire, mais on y travaille. On peut faire aussi, alors c'est le côté qui va vous faire un peu flipper, on peut vous profiler. On peut vous profiler, c'est-à-dire je peux décider parfaitement si vous utilisez une main ou 2 mains. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué parce que, évidemment, vous tapez 2 mains, ça va être beaucoup plus rapide. On peut aussi savoir si vous êtes droitier ou gaucher. On peut, alors pas 100%, on peut aussi regarder le genre. Ça, c'était une question d'un de mes étudiants. Il me dit, tiens, j'aimerais bien tester ça. Bon, les chercheurs, ils disent, bon, ok, vas-y, teste. J'avais un étudiant qui avait passé plusieurs soirées dans des laveries de Caen à collecter des données, parce que les gens, en général, dans les laveries, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et donc, les gens tapaient plusieurs fois laboratoire grec. Et donc, on collectait, est-ce que c'est un homme, une femme, droitier, gaucher, etc. Et à partir de ça, on en a entraîné une IA. Ça, je vous dis, ça, c'était il y a 15 ans. Une IA pour essayer de reconnaître votre genre, etc. Donc, 80%, c'est pas parfait, mais ça donne une information. Et vous verrez que cette information-là, on peut l'exploiter. La prédiction d'âge, on n'est pas parfait non plus, mais on a plus ou moins 7 ans. Donc évidemment, les applications, est-ce que vous êtes mineur, majeur ? Compliqué. Par contre, est-ce que vous êtes une fille de 14 ans ou un monsieur de 50 ? Ça, on peut. Et vous voyez tout de suite poindre quelque chose sur lequel on va pouvoir exploiter. L'émotion. J'ai un étudiant qui est en train de travailler sur la reconnaissance d'émotions en live, à partir de votre façon de taper au clavier.
Bon, vous savez, hein, si vous êtes stressé, hein, vous avez fait plein de fautes de frappe, donc ça, c'est assez facile à détecter, par exemple. Alors, l'identification, évidemment, hein, à partir des événements clavier, c'est plutôt très bon. Évidemment, hein, on ne fera pas une identification sur 7 milliards, mais si vous avez un nombre réduit de personnes dans une entreprise, etc., c'est des choses qu'on fait plutôt bien. Et puis, si on regarde le son des touches, parce qu'on a aussi travaillé là-dessus, parfois à la demande d'ailleurs des forces de police, si on utilise juste le son, on est plutôt capable, plutôt bien, je veux dire bien, ça veut dire 80-90%, capable d'identifier la personne qui tape au clavier, rien qu'avec le son des touches. La question de ce que la personne tape, là, on est beaucoup moins bon. À l'instant T, on est à du 20% de reconnaissance des touches. Ceci étant, il y a une touche qu'on détecte très facilement par le son, c'est la touche espace, qui fait toujours un bruit très, très caractéristique. Mais après, vous savez combien de mots sont combien de caractères sont dans le mot, pardon. Vous en avez 20%, et vous savez qu'en utilisant des informations dictionnaires, etc., on peut prédire à peu près le contenu d'un texte tapé à partir du son. Et ça, je peux vous dire que les forces de police, ça les intéresse beaucoup. Et donc, on essaie de faire des choses, on essaie d'améliorer ces algos au cours du temps. Il faut que j'avance parce que je suis toujours très bavard. Bon, alors la question, c'est est-ce que c'est un problème juste de recherche ? Bah non. Bah non, parce que la façon de taper au clavier, par un code JavaScript, ça se met sur n'importe quelle page web. Ah ouais, je vais d'abord faire ça. J'ai une petite démo qu'on est en train de développer. Et donc là, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose, mais en JavaScript. D'accord ? Donc ça, on peut l'inclure dans n'importe quelle page web. Et le problème, hein, c'est qu'il y a déjà plus de 5 ans, j'ai un de mes étudiants qui a intercepté tout ce que les sites collectaient comme information JavaScript, et il notamment regardait combien analysait les temps de la façon de taper au clavier. Et ce qu'on a montré, c'est que parmi les 200 sites les plus utilisés par Alexa, parce qu'il publie les sites les plus utilisés, il y avait à peu près 10% qui collectaient la façon de taper au clavier. Ça veut dire que quand vous allez sur Internet, dans 10% des cas, on regarde comment vous tapez au clavier. D'accord ? Alors évidemment, la question qui va se poser, hein, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis je vais vous montrer, donc ça c'est ce qu'on fait, puis je vais vous montrer des réalisations. Évidemment, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est de faire l'authentification. Donc, au lieu de taper juste un mot de passe, on va vous demander de taper un mot de passe et on va regarder comment vous tapez ce mot de passe. Donc, ce sera une authentification à double facteur, 2 informations qu'on va combiner, qui va rendre plus difficile l'attaquant de récupérer votre mot de passe. D'accord ? Donc ça fait longtemps qu'il y a des choses là-dessus. Il y a des choses aussi, hein, pour aussi, vous voyez bien les applications, c'est de vérifier la cohérence entre un profil affiché et un profil mesuré dans du chat. Donc là, il y a plein d'attaques qui sont possibles, hein, l'arnaque au cœur, malheureusement tout ce qui concerne les enfants, beaucoup d'attaques comme ça. Et donc là, on peut analyser ça et en disant, là, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre, je te fais une alerte. D'accord ? Parce que je ne vois pas qui est en face de moi, en fait. Pourquoi les sites analysent votre façon de taper au clavier ? Probablement pour faire de la publicité ciblée. Évidemment, ils ne le disent pas, hein, mais donc évidemment, hein, si je sais que c'est une jeune fille, je vais plutôt mettre une pub qui potentiellement peut intéresser une jeune fille. D'accord ? L'analyse émotion, il y a quelques travaux, notamment sur le suivi de personnes déprimées, pour voir un petit peu l'évolution. Donc c'est la supervision. Évidemment, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des personnes qui sont suivies. Et donc, c'est une façon de collecter des informations. La détection d'intrusion physique, est-ce que quelqu'un est en train d'utiliser mon PC ? Je ne devrais pas le dire, hein, mais je le dis quand même. Dans un sous-marin nucléaire français, le poste de tir nucléaire, il y a une analyse de façon de taper au clavier. Ce n'est pas une sécurité absolue, hein, mais c'est une sécurité supplémentaire pour vérifier que la personne qui utilise la console, c'est bien la personne légitime. Et puis, il y a des aspects aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment mon ami ? Et donc, on peut, par exemple, analyser la façon de taper au clavier pour essayer d'infirmer, de confirmer que c'est bien mon ami.
Donc ça, c'est les applications, et je vais vous montrer des applications que moi et mes étudiants ont travaillé. Bon, évidemment, le premier truc qui pour nous était super important, surtout quand on faisait les questions de profilage, c'était la protection des enfants sur Internet. Bon, il y a beaucoup de prédateurs sexuels sur Internet, vous le savez. Sur certains réseaux sociaux, des plateformes comme Coco.gg qui a été fermée. Bon, il y a une autre plateforme qui sont des plateformes de réseaux sociaux sans inscription, que beaucoup de jeunes, très jeunes, utilisaient, mais beaucoup de prédateurs sexuels aussi. Et puis des jeux gratuits sur Android ou etc. Quand vous allez dans le chat général d'un jeu, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont vraiment pas là pour jouer, quoi. La stat qui fait mal, c'est 500 contenus pédos échangés chaque minute sur Internet. Donc ça, c'est évidemment très inquiétant. Et puis, bon, ben voilà, quand vous discutez avec quelqu'un, comment je peux être sûr, hein, c'est un peu le test de Turing. Hein. Le test de Turing, c'est est-ce que j'ai un humain, je discute avec un humain. Là, c'est pas tout à fait ça, mais est-ce que je discute avec le profil légitime? Donc nous, on a travaillé il y a longtemps avec un étudiant malaisien, et qui a soutenu, je ne sais plus, en 2014, et qui a travaillé sur ce profilage. Donc essayer de comprendre comment on pouvait profiler les personnes par des choses assez classiques, avec de la base de données, de l'IA. Et donc on est capable de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'était une collaboration norvégienne, parce qu'il se trouve qu'en gros, il y a 2 personnes en Europe qui travaillent vraiment sur ce sujet, et le deuxième est plutôt en Norvège. Donc moi, je travaille avec lui. Et à l'issue de cette thèse, il y a eu une start-up qui a été créée, qui s'appelle Eiba, qui est pas uniquement basée sur la façon de taper au clavier, hein, mais qui a pour objectif de protéger les enfants sur Internet en proposant des outils qui vont détecter des choses anormales, typiquement un profil qui est incohérent, pour prévenir les enfants de problèmes et de couper tout de suite la communication. Donc ça, c'est une start-up qui a été créée il y a quelques années et qui est vraiment dans la continuité des travaux qu'on a initiés. Alors, un autre sujet, il y a une entreprise qui est venue me voir, qui faisait de la formation à distance, et elle est venue me voir avant le Covid. Et avant le Covid, ils faisaient de la formation à distance, et ils avaient un problème, c'est de faire des examens à distance. Évidemment, la formation à distance, il ne faut pas oublier, il y a des personnes expatriées, il y a des personnes qui sont salariées, qui ont un handicap, ou pendant la pandémie, on a bien vu que c'était important de pouvoir faire des examens à distance. Évidemment, un examen à distance, et je peux vous dire qu'à l'ETSICAN, j'étais capable de dire qui avait triché. C'était assez simple. Les étudiants ne le savent pas, mais il y a quand même beaucoup de traces sur les plateformes pédagogiques où on a les adresses IP, on a plein de choses. Donc moi, j'étais capable de dire un tel a triché avec un tel, etc. Donc tricher à distance, c'est quand même très simple. Et il y a des solutions qui avaient été développées avant le Covid, qui essentiellement filmaient en continu la personne qui est en train de passer un examen, où on demandait de mettre un grand miroir derrière lui, et en continu, il y avait un opérateur qui regardait. Alors ça devait switcher entre les différents les étudiants. Bon, pas forcément les meilleures conditions pour l'étudiant. Alors bon, j'ai mis cette image là pour ceux qui ça rappelle, des sous-doués qui essaient de tricher pour passer le bac. Donc en fait, on a donc là cette société qui est une start-up parisienne qui s'appelle Testui, m'avait contacté, je pense en 2016 ou un truc comme ça. Et donc en 2017, on dit c'est bon, on fait une thèse CIF. Une thèse CIF, c'est une thèse entre une entreprise et un laboratoire avec un étudiant qui est salarié de l'entreprise, qui va travailler sur l'innovation de l'entreprise en s'appuyant sur l'état de l'art scientifique côté recherche. Et donc on a travaillé et on a proposé une méthode qui va à la fois détecter l'usurpation d'identité, qui est l'une des premières attaques auxquelles on pense, c'est est-ce que c'est la bonne personne qui passe l'examen. Donc pour ça, on avait utilisé la reconnaissance faciale et la façon de taper au clavier, donc plus difficile à appréhender pour les étudiants. Donc on est capable d'être capable de prédire que c'est bien la bonne personne. Et puis on avait fait une IA qui analysait parfois de temps en temps, pas en continu, le flux de la caméra. Est-ce que je vois deux visages? Est-ce que j'entends du bruit de papier? Voilà. Tout un ensemble de modules très simples qui sont utilisés. Donc ça, pour info, c'est un produit. C'est-à-dire que c'est utilisé par cette société depuis plusieurs années. Et en fait, voilà, ça c'est des illustrations typiquement
de vérification de l'identité à partir de travaux, de documents d'identité. Alors même si avec l'IA générative, tout ça, bon, les choses sont plus compliquées. Et ça, c'est un truc marrant parce que en fait, pour tester la solution, j'ai demandé à mes étudiants, je lui ai dit, je vous donne mon bureau, vous trichez, vous essayez d'être le plus imaginatif sur la triche à un examen. Ça, je peux vous dire, ils sont très efficaces. Et donc, là, j'ai pris une photo d'une tentative de triche où en fait un étudiant avait le soutien d'un autre étudiant qui était caché sous le bureau et qui avait un double écran. Bon, ça, c'est des choses, et je vous dis, c'est là une thèse d'un étudiant qui est docteur et qui a été embauché par la suite dans l'entreprise. Évidemment, hein, sur l'authentification forte, il y a pas mal d'activités. Il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, notamment avec une société qui s'était implantée à Caen, qui s'appelle United Biometrics, sur le profilage de personnes. Et en fait, on peut utiliser le profilage pour renforcer la sécurité. Par exemple, vous savez que la personne elle est droitière, vous détectez que la personne qui est en train de taper, c'est un gaucher, vous dites, ben, c'est une attaque. Donc on ne va pas regarder forcément la différence de signaux, mais on va regarder une incohérence de profil. Et donc vous pouvez augmenter la sécurité de votre solution en traitant la même information par des canaux différents de type profilage. Donc ça, c'est des choses qui permettent d'améliorer la sécurité. Un autre truc, alors c'est un peu plus complexe, hein, mais en fait, en biométrie, et on pourrait appliquer ça à plein de sujets, ouais, je suis déjà pas loin du temps, les utilisateurs des systèmes ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, il y a un ingénieur du NIST qui s'appelle Dodington. En gros, lui, son job, c'était de tester les systèmes biométriques. Donc, il testait les systèmes de reconnaissance faciale, etc. Et il a dit, en fait, il y a 4 types d'utilisateurs en biométrie. Et il a appelé ça le zoo de Dodington, parce qu'il s'appelle Dodington. Il dit, il y a les moutons. Les moutons, c'est les gens qui posent jamais de problème. Donc, on les reconnaît bien, sans problème. Il y a les chèvres. On voyait un petit peu ce que c'est que les chèvres. Les chèvres, c'est les gens qu'on n'arrive pas à reconnaître. D'accord ? Et puis, on a 2 autres types d'animaux, d'utilisateurs. Des agneaux qui peuvent être attaqués par n'importe qui, et les loups, qui sont très bons pour attaquer les autres. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se faire passer pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Et, en fait, moi, j'ai une étudiante qui a travaillé là-dessus. Alors, je vous montre le schéma, mais ce n'est pas pour vous expliquer le schéma. Elle a fait un système qui va s'adapter au cours du temps, parce que souvent j'ai des questions, votre façon de taper au clavier, elle évolue au du temps, donc l'algo, il évolue au cours du temps, on s'adapte à ça. Et dans cette architecture complexe, elle va aussi s'adapter au type de personne. En fonction de l'utilisateur, elle va adapter son fonctionnement pour essayer d'avoir le meilleur performance. Donc ça, c'est juste... Et pour vous dire, en termes de performance, donc là, on teste au niveau des sessions. Donc la session 1, c'est la première. Et on a une courbe dont l'air sous la courbe doit être la plus petite possible. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des sessions, l'air sous la courbe, elle est très petite. Ça veut dire qu'on arrive très bien à s'adapter, 1, au temps, et 2, à la personne, pour avoir des performances qui sont très bonnes au final pour la reconnaissance. Un dernier cas d'usage, parce que évidemment... on a parfois envie, on accepte d'être analysé notre façon de taper au clavier pour préserver notre sécurité. Mais on peut se dire aussi que quand je vais aller regarder la recette du repas que je vais faire demain midi, il n'y a pas de raison qu'on analyse ma façon de taper au clavier. Et donc, de façon un petit peu similaire à Adblock, où vous bloquez la publicité, par exemple, sur certains sites, eh bien, on peut imaginer, et c'est sur quoi a travaillé un de mes étudiants, sur un plugin qui va bloquer lorsque je ne veux pas qu'on analyse ma façon de taper au clavier, ou au contraire, je vais être OK pour qu'on analyse ma façon de taper au clavier si je me connecte à ma banque, par exemple, et puis autrement, je vais bloquer. Et bloquer, ça va être de perturber ce que va voir le serveur en interceptant ce qui a été collecté par le code JavaScript et le perturbant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une sorte d'anonymisation. Donc avec cette perturbation, eh bien, on sera moins capable. Donc ça, c'est l'erreur qui augmente. Plus on va avoir une perturbation sur la façon de taper au clavier, plus on va être incapable de soit de reconnaître le genre, l'âge, etc. Et donc ça va me permettre de me préserver ma vie privée sous le consentement de la personne.
Donc dans un cas, je vais accepter, dans l'autre cas, je refuse. Et donc là, ça veut dire que l'étudiant, enfin la personne, a le contrôle de ce qu'il veut bien qu'on collecte sur lui. Juste pour vous dire aussi, je travaille aussi avec une société qui est à Caen qui s'appelle FIM, qui est une société qui fait du test de systèmes biométriques. Hein. Donc ils testent des téléphones, par exemple, sur la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, pour des très gros. Hein. Je ne veux pas donner de nom de boîte, mais il y en a une qui est avec une pomme. Et donc là, on a travaillé avec eux sur de la génération de données synthétiques. Là, c'était sur la façon de taper au clavier, pour qu'ils puissent tester facilement des systèmes de reconnaissance par dynamique de frappe au clavier. Je vous passe le détail, c'est pas très important, mais c'est de l'IA générative, où on va générer des façons de taper au clavier synthétiques, qui va nous permettre de tester et de voir que les données réelles et les données synthétiques dans un certain espace, en fait, elles sont assez proches. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait conjointement avec la société FIM, mais qui a donné lieu aussi à des publications et puis à la thèse d'un ancien étudiant qui s'appelle Brice, qui est maintenant ingénieur chez FIM. Juste pour finir, en fait, c'est juste pour vous dire, c'est qu'il y a plein de thèses de doctorat qui ont été réalisées avec des sujets différents, parfois avec des entreprises, parfois des diplômés de l'ENSICAN. On en arrive de temps en temps à motiver à faire des thèses. Et puis, j'ai plein d'étudiants. Je pense que plein d'étudiants du monde entier, en fait, sur les 8, je pense qu'il n'y en a que 2 Français, qui sont venus à Caen pour travailler sur cette thématique avec différentes applications. Avant-dernier slide. Juste parce que je suis là aussi pour vous dire que collaborer avec un académique, c'est possible et qu'il y a plein de façons de collaborer. Les gens pensent c'est toujours oui, ça va nous coûter très cher, etc. Non. Et donc, il y a différents types de collaboration. Nous, on collabore avec les entreprises parce qu'on essaie de trouver du tutorat pour nos apprentis, mais aussi des stages pour nos élèves ingénieurs où, évidemment, on espère que derrière, ils vont trouver des emplois. En général, il n'y a pas trop de problèmes. Mais vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et qui sont graduelles et qui, pour certaines, sont totalement gratuites, etc. Et puis avec des choses qui vont permettre de mettre en relation différents acteurs pour travailler sur une innovation commune. Et donc ça, c'est évidemment intéressant pour tout le monde. Je veux dire, c'est intéressant pour nous. Je préfère avoir des thèses avec des entreprises qui sont à Caen plutôt que, je ne sais pas où, en France. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de discuter avec l'entreprise, d'échanger, etc. Donc voilà, ça, je pourrais de toute façon transmettre mes slides, il n'y a pas de souci. Et puis, en conclusion, voilà. Bon, ça, c'est l'activité façon de taper au clavier débutée en 2007. On est bien reconnu, parce que vous vous doutez bien, il n'y a pas 50 000 personnes qui travaillent sur ce sujet-là au niveau international. C'est quand même très spécifique. Malgré tout, ça a permis de travailler avec plein d'entreprises, des entreprises canaises ou des entreprises qui sont en France ou à l'international. EIBA, c'est en Norvège. Et donc ça, c'est des choses qui nous intéressent et on est toujours intéressé par d'autres applications. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un micro qui arrive. Merci professeur pour cette présentation. Moi j'ai juste une simple question technique. À partir de combien de caractères on peut reconnaître le frappé au clavier? Et est-ce que, et j'imagine que c'est le cas, est-ce que s'il y a, par exemple, si c'est le cas d'un code PIN à 6 chiffres ou 4 chiffres, le temps d'apprentissage va être plus long pour pouvoir reconnaître? Alors, on n'a pas d'études précises sur le nombre de caractères. Par contre, on a fait des études sur code PIN 4, 6, 8. On arrive à faire des choses, mais c'est quand même très, pour l'instant, c'est sans doute pas suffisant. Après, donc ça, c'est sur du clavier. Il y a la même chose sur téléphone. Alors évidemment, là, il n'y a pas de clavier. Mais par contre, le téléphone, vous avez la pression du doigt sur l'écran tactile et vous avez une autre information, c'est l'accéléromètre. Donc en fait, on peut connaître comment vous tenez votre téléphone, qui est
quelque part lié à votre morphologie. Enfin, je veux dire, en général, on ne se met pas comme ça. On se met de telle façon à ce qu'on soit le plus à l'aise et c'est lié à ma morphologie. Donc, par exemple, taper du code PIN sur un smartphone, c'est sans doute plus facile parce qu'on a quand même pas mal d'informations et on a des informations de posture. Après, du 1%, je n'y crois pas trop. Si c'est pour renforcer, pour avoir une information supplémentaire de type avec une erreur de 5%, je pense que ça, c'est jouable. Après, voilà, y a les cas d'usage de la façon de taper au clavier, c'est pas forcément, là je l'ai présenté comme ça, mais de l'authentification, de l'identification. Et c'est aussi dans le monde bancaire des stratégies qui sont en train d'être étudiées. Il y a aussi un mode, ils appellent ça supervision. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse et si on a un doute, on fait quelque chose. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites de façon totalement respectueuse et privée. J'en ai pas parlé, mais il y a des mécanismes qui permettent de générer des signatures anonymes, qui permettent de faire de la vérification sans donner quoi que ce soit comme information, y compris évidemment sur ce que vous avez tapé. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je pensais naïvement au début de votre présentation qu'on pouvait détecter, faire la différence entre un humain ou un chatbot avec le système de détection du clavier. Et à la fin de votre session, finalement, je me suis dit c'est peut-être plus si vrai si on est capable de simuler des frappes. Et je voulais savoir qui, du gendarme ou du voleur, pouvait gagner. Personne gagne, hein. Quelqu'un gagne à un moment et puis il y a la contre-mesure derrière. Alors on a des travaux là-dessus en cours, notamment pour savoir, lorsque vous avez un document collaboratif, de savoir qui a tapé quelle partie en analysant la façon de le taper. Donc ça c'est possible, mais encore une fois, c'est possible de générer une façon de taper au clavier de quelqu'un connaissant comment il tape. Donc il y a à la fois la contre-mesure et à la fois l'attaque possible. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est d'être capable de détecter que c'est tapé par un humain et non pas copié de ChatGPT. Ça peut être aussi un cas d'usage qui nous intéresse beaucoup, soit pour l'enseignement parce que on sait qu'il y a des comptes rendus et on sait que ces comptes rendus sont peut-être pas tapés par des humains, mais aussi sur du code, sur tout un ensemble de choses. Bon voilà, de toute façon, lorsqu'on met une contre-mesure, on sait qu'on va lutter contre une certaine partie de la population. Ce sera jamais ultime. Il y aura toujours une attaque possible. Mais en tout cas, le nombre de personnes qui seront capables de faire les attaques seront plus réduits. Voilà. Merci pour la conférence. Une question, peut-être deux petites questions. La première, c'est vous nous avez présenté une extension de navigateur pour éventuellement brouiller tout ce qui est saisi au niveau du clavier. Est-ce que vous auriez des références à nous donner? Est-ce qu'on peut en télécharger une, par exemple, sur votre site personnel? Et la deuxième question, c'est vrai qu'aujourd'hui, des institutions comme la CNIL, par exemple, ils ont fait un travail important sur le consentement en ce qui concerne le dépôt de cookies sur les navigateurs, etc. Et est-ce que vous êtes en rapport avec ce genre de structure, soit pour leur présenter ce qu'on est capable de faire en termes de profilage, ou est-ce que ce genre de structure vous contacte pour être au courant de différents cas possibles? Alors, pour la première question, non, on n'a pas de code qui est disponible. Par contre, il y a des publications qui décrivent tout ça. Les académiques sont plutôt bons pour proposer des choses, mais on n'est pas non plus les meilleurs pour faire de la maintenance de logiciels. Donc ça, c'est le premier truc. Est-ce qu'on a des contacts avec Nactil? Oui, on en a. Je trouve qu'on pourrait en avoir plus. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà présenté plusieurs fois des solutions plutôt pour la côté protection. C'est-à-dire, il y a, je pense, plus de 15 ans, j'ai déjà présenté des choses qui permettent de générer des signatures biométriques respectueuses de la vie privée, qu'on peut stocker sur un cloud, qu'on peut révoquer. Ça, c'est des choses qui existent depuis, dans la littérature scientifique depuis 20 ans.
On peut même faire des solutions qui font de la protection avec des données biométriques à usage unique. Ça, c'est des choses qu'on sait faire depuis plus de 10 ans. Mais après, entre ce qu'on sait faire en recherche et ce qui est fait ou adopté par des instances de régulation, c'est un peu plus compliqué. Et puis, bon, la CNIL, il y a quand même un turnover aussi. Donc, des fois, j'avais un interlocuteur, 2 ans après, c'était quelqu'un d'autre, et donc il fallait refaire. De façon générale, je trouve que les académiques ne sont pas assez utilisés, justement, non pas, au moins pour donner un avis scientifique sur telle ou telle solution. On le voit, il y a vraiment un besoin là-dessus, et surtout moi je suis un fonctionnaire, donc je travaille pour l'État, donc il n'y a aucun problème. Alors on va devoir arrêter. Ouais, Merci ouais. beaucoup Christophe. Avec plaisir.